le jeu, est-ce une chose futile ou sérieuse? Je commence par des définitions qui sont les définitions d'usage. Hein. Quand on regarde les dictionnaires, dictionnaire de l'Académie française, dictionnaire Le Robert, on a des définitions qui nous sont données qui déjà sont soit ambiguës, soit ambivalentes sur le jeu. Je vous en donne quelques-unes. La définition la plus simple, c'est que le jeu, c'est une action, c'est une activité qui est faite pour jouer, pour se divertir, pour s'amuser, éventuellement pour passer le temps, pour plaisanter. Et donc on a des expressions du type « j'ai fait ça par jeu », c'est-à-dire sans prêter à conséquence, pour plaisanter, etc. De façon dérivée, c'est aussi la chose que l'on fait pour jouer, qui ne prête pas à conséquence, voire la chose qu'on fait sans enjeu. Alors on verra que l'enjeu, c'est quelque chose de paradoxal parce qu'on ne peut se prendre au jeu que s'il y a un enjeu. Mais la première définition, c'est ça, une activité ludique qu'on fait pour se divertir, et la chose elle-même que l'on fait, et qui est une bagatelle, qui est même facile, aisée. Par exemple, on dit c'est un jeu d'enfant, c'est pour elle un jeu finalement, elle n'y prête pas plus que ça. Ça, c'est la première définition. Mais là, on rencontre tout de suite une ambivalence, c'est la deuxième phase de la définition, qui est que le jeu, c'est, je cite, un système de règles, donc une activité soumise à un système de règles, et qui, s'il y a plusieurs participantes, détermine des gains et des pertes, des gagnants et des perdants. Et donc là, on a un système de fonctionnement, des règles, la possibilité de la tricherie, la possibilité de l'arnaque, la possibilité du rapport à l'argent, au gain, à la perte, à la victoire, à la défaite, la possibilité du classement, de la hiérarchie, de l'ego, du rapport à l'autre, qui est un adversaire. Je ne sais pas si c'est un ennemi, mais si vous jouez aux échecs ou je ne sais pas si vous jouez au tennis, il y a quelqu'un qui est devant vous, il faut le battre. Enfin, il faut le battre. Vous pouvez ne pas le battre, mais alors à quoi est-ce que vous jouez? Est-ce que vous jouez simplement au jeu mais c'est un jeu d'affrontement, d'une certaine façon. Donc là, déjà, il y a tout un ensemble de choses qui s'agrègent, je dirais, à la question du jeu. Puis il y a deux autres définitions un peu plus par extension, mais qui sont importantes. C'est ce que je viens de mentionner, c'est le jeu comme sport. Je parlais du jeu, alors on peut jouer au tennis, au volleyball, au basket, on peut jouer à la pétanque, enfin bon, il y a plein de jeux auxquels on peut jouer qui sont des sports ou des supposés sports. Et puis il y a les jeux au pluriel. Alors les jeux au pluriel, on en parlera peut-être un peu de façon marginale, c'est la question des Jeux olympiques qui étaient des jeux très importants dans la Grèce antique, puisque contrairement à l'époque moderne, quand il y avait les Jeux olympiques, il y avait une trêve dans les hostilités, dans les guerres, et on venait se battre pour représenter sa cité et le dieu ou la déesse, qui était la déesse tutélaire de la cité. Donc c'était des jeux qui étaient faits en l'honneur des dieux et des cités. Donc ça, ce sont les définitions du jeu. Alors on voit tout de suite que le jeu est plus profond simplement que l'aspect ludique, parce qu'on pense le jeu ludique, etc. En réalité, il y a une phrase d'un auteur que je vous ai mis d'ailleurs dans les textes, et vous retrouverez la phrase dans les textes, c'est Nicolas Grimaldi. Et Nicolas Grimaldi, il dit le vrai joueur, tout joueur, toute joueuse, prend le jeu au sérieux. C'est-à-dire si vous êtes vraiment joueur, si vous êtes vraiment joueuse, oui, c'est ludique, mais en fait, c'est quelque chose qu'on fait sérieusement. Parce qu'il faut respecter des règles, parce qu'on veut, d'une certaine façon, on veut gagner, on veut exceller dans le jeu. Alors, il y a une autre thèse de Nicolas Grimaldi qui est célèbre, je vous la cite, je ne suis pas sûr qu'elle soit déterminante. Nicolas Grimaldi, il dit que quand on se prend au jeu, quand on est pris par le jeu, on oublie qu'on joue. On oublie qu'on joue, voire même d'ailleurs ça peut poser problème, parce que finalement on peut se fâcher avec quelqu'un si le jeu tourne mal. On peut renverser la table, on peut balayer toutes les pièces du jeu d'échecs, etc. Et Nicolas Grimaldi dit finalement on joue à oublier qu'on joue. Mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, parce que quand vraiment les gens sont pris par le jeu, ils ne jouent pas à oublier qu'ils jouent. Ils jouent tellement qu'à un moment, le jeu l'emporte sur eux et peut nuire même à leurs relations affectives, familiales, sociales, etc. Il y a des conflits au sein des familles, etc. Donc je ne suis pas sûr que cette deuxième thèse soit aussi générale qu'il le prétend. Il y a un auteur fondamental dont je vous ai mis 2 textes dans le fichier de texte. Si vous ne les avez pas eus, si vous n'étiez pas dans la boucle, il faudra me le dire à la fin, je vous les enverrai, notamment pour les personnes qui n'étaient pas forcément inscrites, pour que vous ayez les textes. C'est un auteur hollandais, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est très célèbre, Johan Huizinga.
je ne sais pas comment on prononce en hollandais, qui a écrit le livre Homo Ludens, qui veut dire en latin l'homme qui joue, l'humain qui joue. Essai sur la fonction sociale du jeu, qui est apparu en 1938. Et Huizinga, il dit des choses sur le jeu, et je lis plusieurs thèses sur le jeu, comme ça pour baliser un peu les choses avant de vous poser mes questions. Il dit déjà le jeu est plus profond que la culture. Quand on regarde des animaux, ils jouent. Et donc ça veut dire que le jeu est chez l'être humain plus profond que le rationnel. Et surtout, l'une des grandes thèses de Huizinga, c'est que le jeu est une activité fondamentale de la culture, voire l'activité fondamentale de la culture, d'où dérivent toutes les autres. Alors au début, ça peut faire sursauter, vous allez me dire, mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça, pourquoi? Parce que le jeu, je l'ai dit, c'est un système de règles, une activité soumise à un système de règles, qui est un rituel, si vous voulez, où des personnes incarnent des rôles et où quelque chose, au sein d'un espace défini, va se jouer. Or ça, c'est la fonction du sacré. À un moment, il y a un espace consacré, il y a un rite, il y a un rituel, des gens incarnent des rôles et quelque chose va se jouer. Il prend même l'exemple, si je parle de la sphère juridique, vous allez me dire, en quoi est-ce que c'est un jeu? Pour Huizinga, le procès ressemble beaucoup au jeu. Il y a quelque chose qui, dans un périmètre, va se jouer, des gens qui incarnent un rôle, et tout d'un coup, à travers des règles qui spécifient, si vous voulez, la fonction de chacun, une activité va avoir lieu qui est fondamentalement liée à la notion de jeu. Alors il étend même ça, évidemment, à l'art, à la création, avec un gagnant, un perdant, en l'occurrence un affrontement, un arbitrage, etc. Il en parle même pour le savoir, la sagesse, le jeu d'esprit, la devinette, l'énigme à résoudre, on est dans le domaine déjà du savoir. Et même pour les sciences, les mathématiques, il y a une notion de jeu d'esprit. Dans les mathématiques pures, il y a aussi cette dimension-là. Et donc il dit, Huizinga, l'humain moderne se trompe sur le jeu, parce qu'il pense que le jeu, c'est une fois qu'on a fini le sérieux, les activités, on a gagné sa vie, on a un peu de temps, on va jouer. Il dit non, pas du tout. Il ne comprend pas que l'ensemble de sa vie sociale est un jeu, où il incarne un rôle. Il est censé réaliser une fonction selon des rites consacrés dans des espaces où se joue quelque chose. Il ne comprend pas la fonction fondamentale du jeu. Donc il ne comprend pas sa propre vie. Il dit oui, le jeu, c'est quand j'aurai le temps, on va faire du ludique. Et une autre thèse importante de Huizinga, c'est que le jeu est lié fondamentalement au terrain de jeu. Il y a un espace comme ça qui est circonscrit, un temps, il y a un espace, j'ai dit, où va se jouer quelque chose et qui, au sein de l'ordre du monde, instaure un ordre où quelque chose va avoir lieu. Donc voilà, je fais référence à cet auteur, vous avez deux textes de lui, vous pourrez un peu creuser. Son ouvrage est disponible même sur Internet. Juste encore quelques mots pour baliser les choses, et puis après je vous poserai mes premières questions. Le jeu, c'est le rapport à moi-même. Peut-être qu'on cherche à fuir quelque chose dans le jeu, peut-être que dans les relations sociales, je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà arrêté et vous a déjà posé la question, mais à quoi est-ce que tu joues là? C'est la question de la sincérité, de l'authenticité. On peut aussi jouer à se faire peur dans la vie, hein. Il y a plein de jeux. Donc le jeu, c'est le rapport à soi déjà. C'est évidemment le rapport à l'autre, j'en ai parlé, c'est la question de la victoire, de la défaite, de l'adversaire, du fair play. Qu'est-ce que c'est le fair play? Est-ce qu'on est fair play dans la vie? C'est quoi le fair play? C'est la question du rapport à la société. Je dis, c'est un ensemble de règles, le jeu, donc, qui ressemble à une société. Hein. À un moment, on fait société autour d'un jeu. Et puis, il y a des jeux de civilisation. Je vous fais cette proposition, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Les Chinois jouent au Go, les Russes jouent aux échecs, les Américains jouent au poker. C'est pas les mêmes jeux de civilisation. C'est pas le même rapport à l'argent, c'est pas le même rapport à la chance, au hasard, à la stratégie. C'est pas la même mentalité, si vous voulez. Le casino, c'est pas la même mentalité qu'un autre jeu, si vous voulez. Donc il y a des jeux de civilisation qui disent quelque chose sur la civilisation. Puis le jeu, c'est aussi évidemment le rapport, comment dirais-je, à sa propre vie. Est-ce qu'on joue toujours un rôle dans la vie? Est-ce qu'on endosse toujours un costume? Voilà. Et c'est même, là je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on abordera, je le cite en passant, le rapport à la question de la chance, à la question du hasard, à l'argent, ça, l'argent on va en parler, à la question même du destin, de l'ordre du monde. Il y a des auteurs pour qui nous sommes le jouet des dieux, du destin. Vous savez, c'est Macbeth au 5e acte de la pièce de Shakespeare. Avant même qu'il ne meure, il prononce cette phrase, on est tous des acteurs, des actrices sur la scène du monde, dans une pièce qui est absurde, et dont le dernier acte est la mort. Et donc on est là, on s'agite sur la scène, et à un moment on va disparaître, on va partir, on va quitter la scène du monde. Donc c'est beaucoup de choses le jeu. Voilà pour ces quelques jalons. Alors moi j'ai prévu
quatre thèmes. Le premier, c'est le jeu et les rôles qu'on joue en société. Ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est le jeu et l'apprentissage au cours de la vie. Le troisième thème, c'est le jeu et les vérités sur l'existence. Est-ce que le jeu révèle quelque chose sur notre propre existence? Si oui, quoi? C'est là qu'on va rencontrer certaines thèses importantes aussi. Et puis le dernier thème, jeu et société. C'est la question de l'économie et la question de la politique aussi, dans le jeu. Tout à l'heure, j'ai parlé des jeux télévisés, on peut penser aux jeux du cirque, on peut penser... Il y a une fonction politique du jeu, il y a une mise en scène spectaculaire du jeu, il y a une fonction économique du jeu, et voilà. Donc, voilà. Et puis si j'ai le temps de faire une conclusion, je ferai une conclusion, mais on a déjà beaucoup à dire. Alors je commence par le premier thème, la question des jeux, du jeu ou des rôles qu'on joue dans la vie. Il y a la thèse de Sartre là, que j'ai évoquée tout à l'heure, Sartre qui nous dit dans l'être et le néant, finalement, on joue à ce qu'on est en société. On joue à ce qu'on est. Et il prend l'exemple du garçon de café dans un texte célèbre, je vous ai mis ce texte dans les textes, il dit, il est dans un café, Jean-Paul Sartre, il regarde le garçon de café qui sert les personnes, qui prend les commandes, qui va en cuisine, qui revient, etc., qui fait le service. Et en le regardant, mais ça vaut pour tous les rôles sociaux, mais là il est frappé, si vous voulez, devant le garçon de café, mais ça vaut pour tout le reste des jeux de rôles sociaux. En regardant le garçon de café, il se dit qu'il est garçon de café, mais fondamentalement il n'est pas garçon de café. Mais en société, il est, dans son périmètre, quand il rentre dans le café, il est garçon de café. Et il contracte un ensemble, il met le costume si vous voulez, au sens propre et au sens figuré, à l'époque on avait des costumes, pour servir des cafés dans les années 30, dans les années 40, souvent il endosse le costume et il endosse un certain nombre de manières d'être qui font partie de son identité sociale de garçon de café. Est-ce que ce qu'il dit sur le garçon de café, où il joue à être ce qu'il est socialement, est-ce que cette idée vous parle de façon plus générale pour les rôles qu'on joue en société, ou bien est-ce que vous dites que, je ne sais pas, c'est peut-être un peu exagéré, on en fait trop sur cette fonction du jeu. L'habit ne fait pas le moine. Ah ben j'allais dire, est-ce que finalement, dans les fonctions qu'on voit autour de nous, endosser un costume, c'est important? Je ne sais pas, vous allez voir un comptable, vous voulez, je ne sais pas pour quelle raison, vous voulez confier la gestion de vos comptes à un comptable, et puis cette personne arrive et ne ressemble pas à un comptable. Et vous dites, mais attendez, je vais voir un comptable. Puis cette personne vous dit, mais non, je suis certifié experte comptable, je fais très bien mon travail, et la personne, elle est, je ne sais pas comment vous pouvez vous la décrire, mais elle ne ressemble pas du tout à l'idée que vous vous faites de ce qu'est normalement un comptable. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas, ou je ne sais pas, vous allez voir un prêtre, ou vous allez voir, et tout d'un coup, vous êtes face à quelqu'un qui, dans le jeu social, ne ressemble pas à ce qu'il devrait être, et vous dites, attends, est-ce qu'il est vraiment ce qu'il est? Ou pas? Est-ce que ça fait sens pour vous? Je voyais des mains se lever. Il y avait... Moi, j'ai juste envie de dire qu'ils font bien leur job. Oui, ils rentrent dans leur fonction, effectivement. C'est le côté... Oui, il y a de ça. Ils surjouent. Quand il regarde le garçon de café, si vous regardez le texte, dans la façon dont il se déplace, dont il joue avec son plateau, dans le caractère... comment dirais-je, un peu plus affairé qu'il a, que celui dont il aurait besoin, selon lui, il pense qu'en rentrant dans sa fonction sociale, il la joue en plus qu'il ne l'accomplit. Est-ce que ça fait sens pour vous ou pas? Pardon? Il se met en scène ou il rentre dans la mise en scène sociale. Donc, d'une certaine façon, il ne fait pas qu'être ce qu'il est, il joue un peu aussi à ce qu'il est. Juste pour terminer. D'accord. Rôle, oui, oui. C'est la question du rôle, c'est la question du périmètre, c'est la question de la fonction, c'est la question du costume, c'est la question des virtualités qui se présentent à nous et la distance qu'on a par rapport au rôle qu'on joue. C'est le fameux paradoxe de Diderot, vous savez, qui a écrit sur le paradoxe de l'acteur, où Diderot défend une thèse qui n'était pas qui n'est pas que la sienne, puisque au XXe siècle, c'était aussi certains metteurs, certaines metteuses en scène qui le disent. Moins on est collé à son rôle, moins on éprouve les sensations que le personnage est censé éprouver, plus on est, meilleur comédien on est, plus performant on est. Parce que ça veut dire qu'on a, en même temps qu'on joue le rôle de son personnage sur scène,
la distance nécessaire qui permet de l'explorer. Alors que si on... Alors, tout le monde n'est pas d'accord, il y a l'acteur studio, il faut... la méthode des Américains, c'est éprouver, aller chercher dans ses failles pour aller vraiment se faire pleurer soi-même, etc. Ou Stanislavski. Mais il y a certains metteurs ou metteuses en scène ou certains théoriciens qui pensent, un peu comme Diderot, le paradoxe de l'acteur, de l'actrice, c'est qu'il ou elle va être d'autant plus performante dans son rôle qu'il va moins coller, adhérer en conscience à ce qu'il joue pour mieux le jouer. Dans le cas de Coluche, il y a un double paradoxe, c'est que je pense, d'après ce que moi j'avais suivi comme reportage sur sa vie, c'était quelqu'un de profondément tragique, intérieurement, blessé, qui se sentait très très mal, très drogué, notamment dans les années 80, sauf sur la fin où il était un peu revenu de la drogue. Donc un profond malaise, personnalité très difficile, et en fait ce rôle était à contre-emploi des rôles qu'il jouait, mais en fait allait toucher qui il était, qui est un personnage tragique et désespéré d'une certaine façon. Et peut-être que tous les humoristes, ou hommes ou femmes, quand ils cherchent à faire rire les autres, il y a quelque chose... Parce que se mettre en scène ou en spectacle pour aller faire rire les autres, vous avez un besoin de reconnaissance incroyable. C'est-à-dire que souvent à l'intérieur, il y a quelque chose. Voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est... Tout à fait. Alors, paradoxalement, Sartre, justement, il dit ça pour rappeler les êtres humains à leur liberté d'action, en disant, attention, la grande thèse de Sartre, c'est que la conscience humaine est un néant. C'est le titre, l'être et le néant. Une table, elle est ce qu'elle est. Un objet, cette bouteille, elle est ce qu'elle est. Mais la conscience humaine, avoir conscience de ce que je suis ou de qui je suis, implique déjà que je ne sois pas qui je suis. Enfin, que je ne sois pas ce que je suis. C'est-à-dire que je ne colle pas à ce que je suis. La conscience, elle est déjà recul, prise de distance. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout ce que vous êtes. Si vous êtes bien portant ou mal portant, si vous êtes à la ville médecin ou infirmier ou comptable, on a parlé, ou prof, etc. Vous incarnez ce rôle quand même. Mais ça veut dire que la conscience est puissance de néantisation, c'est-à-dire qu'elle est puissance de distanciation. Et ça nous ramène à la liberté. Ça veut dire que l'être humain, il est cette liberté fondamentalement. Pourquoi ? Parce que contrairement à un objet qui est ce qu'il est, l'humain, alors je cite la phrase de Sartre qui est très étonnante, elle peut être même perturbante, mais elle a un sens profond. L'humain, il est ce qu'il n'est pas et il n'est pas ce qu'il est. Il est ce qu'il n'est pas et il n'est pas ce qu'il est. Ça veut dire quoi ? Alors il n'est pas ce qu'il est, on vient de le dire, bien sûr, il est, je veux dire, médecin, comptable, mère de famille ou père de famille, frère, sœur. Il ou elle a un rôle social et relationnel. Mais la conscience qu'on a du rôle qu'on joue fait qu'on n'est pas collé à ce qu'on est socialement, au rôle qu'on joue, ou à ce qu'on est socialement ou vis-à-vis du regard des autres. La première partie de la phrase, c'est « il est ce qu'il n'est pas ». Pourquoi ? Parce que ce que fondamentalement l'être humain est, c'est cette puissance de néantisation. Donc ce qui le ramène à sa liberté d'agir et de se projeter ou pas dans ses actions. Alors je laisse de côté donc ces questions de jeu de rôle. Je voulais vous poser des questions sur les personnes politiques, mais c'est presque trop facile. Pour le jeu de rôle politique, etc., la façon d'endosser un costume, de correspondre à une image. Dans l'Antiquité romaine, on attendait d'un homme politique, ou d'une femme politique, c'était surtout des hommes à l'époque, dignitas et gravitas. C'était le Sénat, la dignité, la solennité dans l'apparaître. C'était ça qui était là, comme maintenant, pour ces hommes, femmes politiques. Je passe donc à la deuxième partie qui est le jeu, la liberté, l'apprentissage, l'éducation. En quoi est-ce que le jeu est important dans l'éducation pour vous ? Ou bien est-ce qu'on prête au jeu trop de valeur éducative ? On en fait trop, en fait, finalement, tout ne passe pas par le jeu. Ça oui. fait partie de l'apprentissage, comme des animaux, les petits chats, Ils jouent, ils apprennent la chasse, ils apprennent les réflexes de chasse par mimétisme, en jouant, ils développent leur motricité, leur capacité d'action, en se prenant pour les chats ou les chiens, effectivement, au collet, etc. Donc, ils jouent, ils développent leurs aptitudes en jouant à travers le jeu. C'est la question du plaisir dont parlait Juliette aussi. Est-ce que finalement, on apprend véritablement le mieux quand on éprouve ce plaisir du ludique ? Est-ce que c'est là que le jeu, la liberté, le plaisir est la plus grande? Et finalement, je pousse à un paradoxe jusqu'au bout. C'était Henri Salvador qui disait « Mais moi, j'ai jamais travaillé dans ma vie, j'ai toujours fait ce que j'ai fait avec plaisir. » C'était comme un jeu pour moi, et d'une certaine façon, j'ai jamais travaillé.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas de longues séances d'enregistrement, qu'il ne travaillait pas ses chansons, qu'il ne se produisait pas en spectacle, qu'il ne répétait pas, voilà. Mais il disait, j'ai jamais travaillé de ma vie. Ça vous parle cette idée-là ou pas? Christine, tu voulais prendre la parole? Tout à fait. Ça, c'est intéressant l'imagination parce que les enfants, ils jouent souvent à être plus âgés qu'ils ne sont. Ils jouent à être des adultes, ils imitent. Et c'est Nicolas Grimaldi qui le dit dans son... Je vous ai mis d'ailleurs le texte où il le dit. Dans son texte, il dit finalement l'une des fonctions du jeu, c'est d'être une passerelle de temps et d'abolir le processus du temps pour être déjà qui on aimerait être. Et il le voit dans, par exemple, le jeu des enfants qui jouent les rôles dont il voit que les parents les incarnent, si vous voulez, comme s'ils avaient dépassé l'enfance, l'adolescence, le début de la vie, et qu'ils étaient déjà, finalement, un petit peu des petits adultes qui jouaient les rôles que jouent les autres. Oui, Karl. Qui se pense de la vie. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que les enfants. D'ailleurs, la question, est-ce qu'on peut jouer même plus tard dans la vie? Est-ce qu'on peut garder du ludique? Il y a des enfants qui jouent. Je ne sais pas s'ils sont censés être là, mais... Il y a la question du ludique. Peut-être que parfois, quand on devient plus âgé, quand on devient adulte, on s'interdit de jouer, parce qu'on considère que c'est pour les enfants. Et dans ce cas-là, effectivement, on se dit, bah non, on n'est plus dans le ludique, on n'est plus dans le jeu, et on développe ce que Nietzsche appelait l'esprit de plomb, l'esprit de sérieux, on est un peu plombé. On n'a plus même... Par exemple, on peut très bien exercer sa profession en jeu. Je vais leur demander de faire un peu moins de bruit. On peut très bien exercer sa profession en jouant un petit peu, en ayant un petit peu un esprit joueur. Pardon, forcément, Ça révèle des choses. des enjeux. Tout à fait, ouais. Et je crois que pour moi, c'est indispensable. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Mais vous êtes d'accord que parfois, au cours de la vie, de l'existence, comme on a des contraintes, comme on a des responsabilités, comme on a de la pression, des attentes, on finit presque par oublier la possibilité un peu de jouer ou d'instiller un peu de jeu dans... on parlait du métier de prof. Moi, ça me fait penser au Cercle des poètes disparus, qui est un film un peu idéaliste, mais il y a un moment, vous savez, le moment où il leur demande de marcher chacun à leur pas. Et ils se rendent compte qu'ils ne savent pas marcher, c'est-à-dire ils marchent, mais ils n'ont jamais marché conscience de ce qu'était leur pas à eux. Et tout d'un coup, il instaure un peu de jeu. C'est-à-dire il fait quelque chose que les élèves n'attendaient pas ou les étudiants n'attendaient pas, et tout d'un coup, il joue un peu avec eux. C'est-à-dire il réinstaure quelque chose, même s'il fait sa fonction, même si... Voilà. Il y a l'idée que parfois le ludique est un peu étouffé dans l'être humain et puis il devient un peu plombé parce que la vie c'est sérieux, il faut se prendre au sérieux, il faut faire les choses sérieusement. Et donc à un moment, tout le monde est un peu gelé, quoi. Donc Fabrice et puis après Jean-Marc. Ça, peut-être c'est choquant, mais... Non, c'est pas choquant. Le jeu de la séduction, c'est quand même, fondamental. Pardon ? C'est quand même fondamental. Donc non, faut mettre les pieds dans le plat. Mais c'est vrai, Cécile, tu as raison. Alors, faut être honnête, j'avais pas pensé l'aborder, mais c'est vrai qu'il faut être... Non, mais j'avais pensé aborder les questions de l'argent, les questions de rapport à la chance, les questions de rapport au pouvoir, à la politique et à l'économie. Mais j'avais laissé de côté un peu cette question effectivement du jeu amoureux, du jeu de la séduction, du jeu sexuel. Et dans une relation amoureuse, il y a un jeu, il y a une interaction, etc. Donc effectivement, il y a ça. Et c'est la vie, c'est vrai que c'est ce qui donne cette insouciance, ce pétillant, ce pep, cette énergie, ce plaisir, cette liberté, cette volonté, cette légèreté. Je reviens à la question de l'éducation. Je vous ai donné un texte de Bourdieu et puis après je donnerai la parole tout de suite après à Juliette. Alors Bourdieu, il oppose deux modèles éducatifs. Il oppose le modèle, j'allais dire bourgeois traditionnel, qui est un modèle entre guillemets répressif, c'est-à-dire l'enfant a des pulsions. La pulsion, elle cherche à se satisfaire dans l'immédiateté et il faut développer chez l'enfant le sens du mérite, le sens du travail, la capacité à prendre sur soi, à faire des efforts, à se discipliner, et pour produire un effort, voilà. Et c'est ça qui est éducatif, c'est la capacité à produire des efforts. Et un autre, alors il caricature l'opposition, cette dichotomie, mais pour bien mettre en valeur et je les résume, mais pour bien mettre en valeur les enjeux. Et de l'autre côté, il y a le modèle, de la voie de l'apprentissage par le jeu. Mais ce que dit Bourdieu, c'est que ce modèle d'apprentissage par le jeu,
elle est mise en place pour mieux respecter l'enfant, en tout cas supposément, puisque l'enfant est jeu, il s'explore par le jeu, mais, comment dirais-je, il conduit à une autre forme d'injonction, à une autre forme d'obligation, qui est l'obligation du ludique, du ludisme, l'obligation de jouer, et de jouer avec l'enfant. Alors, se pose après la question du rôle du parent et de sa position, s'il devient partenaire de jeu, pour avoir à la fois de l'autorité et en même temps être partenaire de jeu. Et surtout, Bourdieu dit, mais à ce moment-là, finalement, l'obligation, c'est qu'on doit jouer. Ça devient aussi une norme. Donc, il y a des modèles éducatifs différents, mais le jeu, il est, comment dirais-je, il est en jeu, si j'ose dire, dans cette question de l'apprentissage, de l'éducation. Il est un facteur de plaisir, de liberté d'esprit, de créativité, d'innovation. On lui oppose ou pas le sens du mérite ou de l'effort, la capacité à prendre sur soi, parce que parfois tout n'est pas plaisant, évidemment, dans le voilà. Mais on a des modèles d'éducation qui vont plus ou moins vers le jeu, plus ou moins vers le sens, comment dirais-je, de l'inhibition, plus ou moins vers le sens du prendre sur soi, etc. Il y a une réflexion intéressante d'Alain, je vous ai mis aussi des textes de lui, et après je sais que Juliette elle est dans les starting blocks, je la laisse pas. Il y a une réflexion intéressante d'Alain où Alain dit attention, parce que quand on parle de plaisir, souvent le plaisir se gagne. Parce que là on parle du plaisir immédiat de jouer, on aime jouer, on a du plaisir tout de suite. C'est vrai que vous donnez une balle à des enfants, ils aiment jouer, ils tapent dans la balle, tout de suite il y a du plaisir, etc. Voilà. Mais Alain dit attention, parce que dans l'éducation, dans l'apprentissage, souvent le plaisir n'est pas la première étape. Il est parfois le résultat, et le résultat qu'on ne peut pas prévoir, parfois inattendu. C'est-à-dire qu'on fait des efforts, on se met à apprendre une langue étrangère, on se met à apprendre une discipline, on se met à apprendre même un jeu difficile comme les échecs au début. On ne prend pas un plaisir fou dans l'explication des règles, des pions, et à faire les premières parties où on perd. Généralement, on n'est pas bon, on n'est pas bonne, on n'est pas performant, on ne voit pas les coups venir, etc. Il prend aussi l'exemple de la lecture. Il y a des lectures un peu exigeantes, un peu difficiles. Et Alain, il dit, lire du Balzac, c'est pas plaisant, toujours. Et puis il dit à un moment, on a passé plusieurs pages, on est rentré dedans, comme on dit, et là, il y a 2-3 pages merveilleuses, et on se dit, ah, quand même, c'est extraordinaire. Mais c'est un plaisir qui s'est gagné. Et il dit finalement, cette volonté, cette détermination, cette volonté d'apprentissage, cette curiosité intellectuelle, qui fait des efforts pour conquérir quelque chose, la maîtrise d'un art, d'un jeu, d'un métier, etc. Ça peut être la maîtrise d'un sport aussi, qui aurait quand même des efforts quand on veut vraiment s'investir. Elle aboutit à des bonheurs, mais qui ne sont pas la première étape. Et il y a cette phrase magnifique d'Alain, « Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. » Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l'ont pas cherché. C'est-à-dire tout de suite, il ne faut pas chercher tout de suite le plaisir que le plaisir. Il va venir, mais à travers des médiations. Vous voyez, la présence du plaisir et du jeu dans l'apprentissage, elle est aussi ambiguë. Parce que le jeu est exigeant, dans certains cas. Oui, Juliette. Et puis je ne savais pas, ça j'avais pas regardé, que ça fait partie des droits de l'enfant, que le droit d'avoir, voilà. Au même titre d'ailleurs que l'éducation, donc finalement c'est lié un peu, les deux choses sont liées. Je vais vous poser 2 questions politiquement incorrectes. Je vais être comme Cécile, des questions politiquement incorrectes. Est-ce que finalement on n'est pas dans une société de grande immoralité, notamment du point de vue des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas des jeux totalement immoraux? Je prends l'exemple de la loterie, du loto, du casino, des jeux d'argent en général, mais l'idée que finalement on peut arriver par le simple jeu des probabilités, gagner beaucoup d'argent, ne pas travailler dans sa vie. Et on fait rêver les gens là-dessus. Est-ce que c'est pas profondément immoral? Parce que de l'autre côté, on leur demande de faire des efforts, d'apprendre des choses, un métier, des langues, des compétences, etc. Et de l'autre côté, on leur montre des gens qui, alors c'est peut-être pour leurrer effectivement, mais à travers la loterie, à travers le coup de chance, à travers la mise, le gain, les jeux d'argent, génèrent beaucoup d'argent très vite, avec très peu d'efforts. Est-ce que ce n'est pas une société totalement ambivalente? Et est-ce qu'il y a une immoralité du jeu? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des jeux immoraux? Ou bien non, le jeu, chacun décide de jouer ou pas. C'est une question de liberté. Je veux dire, chacun décide à un moment de valider ou pas des jeux qui existent. Les jeux d'argent, ça existe. La loterie, ça existe. Est-ce que je peux te renvoyer la question de prendre de la bourse, par exemple? Ah, la bourse. La bourse, effectivement, on joue avec son argent. Oui. Il y a des gens qui gagnent des fortunes parce qu'ils sont près des sources d'information, parce qu'ils sont en capacité, si tu as des moyens, tu es en capacité de les faire fructifier.
Tout à fait. Donc, est-ce que c'est pas presque plus immoral Oui, je comprends. un système où on a une bourse qui est autonome, entre guillemets, que de mettre un système où on fait rêver des gens D'ailleurs, vous savez comment les traders de Wall Street appellent Wall Street? Ils l'appellent le casino. Donc, mais effectivement, ça me renvoie à une discussion que j'avais eue avec quelqu'un qui... Alors c'est par la bande, parce qu'il connaissait une personne qui soit était dans le trading, soit gérait des actifs financiers, et générait beaucoup de valeur par an et avait de très très hauts revenus. Et cette personne donc avait dit à mon ami, mais finalement, moi je les mérite puisque je génère de la valeur. Et moi je m'étais dit, oui mais cette valeur qui est générée à partir du jeu sur ce qui est produit par le travail des autres, est-ce que c'est une richesse? Parce que finalement, je veux dire, effectivement, on peut jouer avec des courbes, on peut jouer avec des mises, etc. On génère ce qu'on appelle de la valeur financière. Alors on peut dire que c'est de la richesse, mais elle est jouée avec un capital qui est soit misé par d'autres et produit par le travail des autres. Alors c'est la question de l'immoralité du jeu d'argent ou du jeu boursier. Donc on peut étendre la question, hein, mais la question était la suivante finalement, dans les jeux qui existent en société, soit le jeu financier, soit le jeu au sens strict, le casino, le poker, les jeux d'argent, la loterie, est-ce qu'il n'y a pas une immoralité du jeu ou pas? Ou bien, non, le jeu c'est le jeu, chacun décide de miser ou pas. C'est si. Alors effectivement, parce que c'est un imaginaire, c'est une attente, ça peut, on va y venir parce qu'à un moment je vous donne la question tout de suite, mais il y a une question que je voulais vous poser plus tard. Est-ce que le jeu est démoniaque? Est-ce que le jeu c'est un démon? On peut avoir une addiction au jeu. C'est quoi le démon du jeu? Est-ce que le jeu peut être démoniaque d'une certaine façon? Et dans ce cas-là, c'est quoi le démon du jeu? Pourquoi est-ce qu'on est tant pris par le jeu? Pourquoi c'est si addictif le jeu? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment quelqu'un, je dis pas peut sombrer, mais oui c'est un peu ça quand même, à un moment peut être aspiré par le jeu et avoir cette obsession. Oui. Cette déesse qu'on appelait Fortune dans l'Antiquité, attendre la chance, qu'on soit l'élu, l'élu, et que notre vie change d'une certaine façon, que tout d'un coup le sang en est jeté, et puis ça se trouve on va être le gagnant, la gagnante. Donc il y a un espoir, il y a un imaginaire, il y a une attente, et il y a quelque chose d'obsessif dans le jeu aussi, d'obsédant. Axel et puis après Fabrice. On fait une expérience humaine, en plus autour de l'argent, aussi terrifiante. Oui, c'est vrai qu'on pense à Las Vegas, mais Macao, c'est peut-être plus que Las Vegas, et puis c'est un autre contexte social. Il y a d'ailleurs un texte que je vous ai mis de Marc Fumaroli sur Las Vegas, qui est une description de Las Vegas dans son livre L'État culturel. Vous irez la voir, elle est assez incroyable puisque c'est une ville dédiée au jeu et dédiée au divertissement pur, une machine qui tourne jour et nuit. Et dans le désert, en plus, il y a cette question de l'artifice vraiment d'une ville qui ne devrait pas être là, qui pourtant est là, qui pompe des ressources énormes en eau. Et il décrit cette noria de touristes et ce flux et reflux et le fait que les gens qui y travaillent sont là pour le jeu des autres. Avec cette lumière aussi artificielle qui est là pour maintenir les gens dans l'illusion du jour, pour leur faire passer les nuits entières à jouer, pour ne pas qu'ils aient le sentiment de l'alternance du jour et de la nuit, pour leur faire perdre leurs repères, et aussi avec le fait que les touristes s'abandonnent tellement que tout est clé en main dans l'organisation du séjour, que finalement ils sont en état, dit Marc Fumaroli, de divertissement pur, parce qu'ils n'ont plus qu'à se laisser aller dans un état un peu de somnambulisme, et c'est là que le jeu d'argent est, comment dirais-je, peut prendre possession de vous d'une certaine façon. Alors, il y avait Fabrice et puis... Il n'y a pas de pendule dans l'heure. Ben, l'heure, c'est le pire ennemi parce que vous dites, mince, mais j'ai perdu mon temps ou j'ai oublié le temps. Alors, il y a Fabrice, Cécile, puis après Jean-Marc. On se doit de dire qu'il y a des limites. Qu'il y a des jeux interdits et des jeux... Peut-être pas interdits. Peut-être pas interdits. Parce qu'il faut les connaître. Il faut les avoir vus. Il faut les avoir compris. Pour justement se dire, non, ça... C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ok, je comprends. Oui, il y a, effectivement, on parlera si on a le temps, j'évoquerai les jeux du cirque. Les jeux du cirque, alors on pense que c'est très loin, c'est un imaginaire lointain, mais comment dirais-je, moi je pense à ce film On achève bien les chevaux. Pendant la Grande Dépression aux États-Unis, pour gagner de l'argent, les gens qui étaient dans le besoin
participaient à des concours de danse et dansaient jusqu'à épuisement, presque jusqu'à mort, et on misait pour savoir sur le couple, pour savoir lequel allait rester debout. C'est pas les jeux du cirque, mais enfin, peut y avoir quelque chose de cruel dans le jeu. Voilà. Moi, je résiste pas quand même au fait de vous lire l'extrait que vous connaissez sans doute parce qu'il est très célèbre. Si vous avez lu le livre Le jour d'échecs de Stefan Zweig, c'est très difficile de vous le résumer, mais vous savez, ça se passe sur un bateau, sur un paquebot qui fait une traversée. Il y a le champion du monde des échecs qui est présent. Il y a un groupe d'amis, de personnes qui veulent se coaliser pour lui payer une partie pour jouer contre lui. Il est assez suffisant, il est imbu de sa personne, etc. Et bon, ils perdent les premières parties. Il y a tout d'un coup quelqu'un qui intervient derrière eux et qui leur dit de ne pas jouer une certaine pièce et qui oriente le jeu. Et le champion du monde, au fur et à mesure des coups, le regarde et il finit par mettre à égalité sur ses pattes. Aux échecs, non, c'est en fait la partie n'est pas finie à égalité. Et le champion du monde d'échecs en est troublé. Et parmi ce groupe d'amis, il y a quelqu'un qui va questionner cette personne qui a réussi, à neutraliser la partie avec le champion du monde d'échecs. Et il va lui raconter, sa détention par les nazis et le fait qu'il a été isolé, mis à l'isolement, qui est une forme de torture. Et vous connaissez peut-être la circonstance, à un moment, il commence à perdre le fil, à perdre l'esprit, il ne voit personne dans sa chambre, on lui donne de la nourriture sans qu'il voie quelqu'un, il perd les interactions sociales, il commence à perdre sa structure psychique dans les interrogatoires, et un jour il voit dans une veste le rebond de ce qui semble être un livre, avant l'interrogatoire. Alors il se dit, si j'arrive à le prendre, là c'est gagné pour moi. Et il arrive finalement à le prendre, à le cacher, et quand il rentre dans sa cellule, il le sort et il découvre dépité que c'est un compendium, un résumé de toutes les plus grandes parties d'échecs des meilleurs maîtres des dernières dizaines d'années. Il enrage. Puis finalement, il va commencer à lire ce livre qui est le résumé, la transcription des plus grandes parties d'échecs, ce qui va à un moment le sauver et à la fin, d'une certaine façon, aussi presque le perdre. Et à un moment, Stefan Zweig décrit le jeu d'échecs. Je ne lis pas tout le passage, mais je vous en lis une partie. N'est-ce pas déjà le limiter injurieusement que d'appeler les échecs un jeu ? N'est-ce pas aussi une science, un art, ou quelque chose qui, comme le cercueil de Mahomet, entre ciel et terre est suspendu entre l'un et l'autre, et qui réunit un nombre incroyable de contraires ? L'origine s'en perd dans la nuit des temps, et cependant il est toujours nouveau. Sa marche est mécanique, mais elle n'a de résultat que grâce à l'imagination. Il est étroitement limité dans un espace géométrique fixe, et pourtant ses combinaisons sont illimitées. Il poursuit un développement continuel, mais il reste stérile. C'est une pensée qui ne mène à rien, une mathématique qui n'établit rien. C'est un art qui ne laisse pas d'œuvre, c'est une architecture sans matière. Et il a prouvé néanmoins qu'il était plus durable à sa manière que les livres ou que tout autre monument, ce jeu unique qui appartient à tous les peuples et à tous les temps, et dont personne ne sait quel Dieu en fit don à la terre pour tuer l'ennui, pour aiguiser l'esprit et stimuler l'âme. Où commence-t-il ? Où finit-il ? Et puis le texte continue, qui est un texte incroyable d'une certaine façon, avec cette interrogation de Stefan Zweig. Comment se fait-il qu'un esprit puisse concentrer toute sa vie psychique à maîtriser un carré géométrique où se déplacent des pions, et que toute sa vie psychique, la plus grande partie de l'intensité de sa vie psychique et de son travail, soit dirigée sur la maîtrise de ce jeu qui est un espace assez limité, circonscrit, avec des combinaisons certes illimitées, mais où l'esprit va presque, d'une certaine façon, s'engloutir. Alors moi, J'aimerais aborder deux aspects, donc je vais faire court dans les questions que je vais vous poser. Le jeu comme révélateur des vérités de l'existence. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas jouer ? Parce qu'on a parlé avec Cécile du caractère très étendu du jeu. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne joue pas ? Je vais vous prendre un exemple, vous allez me dire si ça vous parle, mais si vous n'avez pas d'exemple. Si je vous dis la guerre, la violence, est-ce que c'est encore un jeu ? On peut y jouer.
Après, oui, justement, dans la question, je pensais à la mort, on ne joue pas avec la mort, et pourtant il y a quand même des gens qui jouent à la roulette russe. On peut même, de cette façon, jouer avec ça. Parce que finalement, je parlais de la guerre, de la violence, les enfants jouent à la guerre, d'une certaine façon. Ils jouent soit aux cow-boys, aux indiens, soit à la guerre. Donc il y a des jeux sur la violence, il y a des jeux sur le... Les liaisons dangereuses qui mènent aussi Il y a des jeux cruels, effectivement, de manipulation amoureuse, de triangulation. Je donne la parole à quelqu'un que je n'ai pas beaucoup entendu, il y a Karl, tombe dans, comment dirais-je, dans l'irrespect de l'autre, et où le jeu qu'on joue se fait au détriment de l'autre, pas simplement de la symbolique, la victoire, la défaite, le gain, au sein d'un périmètre défini par des règles, mais transgresse les règles de la morale ou du respect pour jouer avec la dignité de l'autre. Où là, effectivement, il y a... Même dans la nature, les animaux, un chat qui va jouer... La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent. Les fameux vendeurs d'armes. C'est ceux qui vendent, qui dégagent des marchés. Donc voilà. C'est pas faux, malheureusement. Ouais, c'est vrai. Il y a cette question du jeu et de la vérité existentielle. Est-ce qu'on peut jouer à tout? Est-ce que tout dans l'existence est jeu? Jusqu'où le jeu peut aller dans la vie? Est-ce qu'on peut prendre la vie comme un jeu? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on ne joue pas? Ça, c'était des questions que je voulais vous poser. Et puis, il y avait quand même un volet économique et politique. Moi, j'ai mentionné tout à l'heure au début, quand on en a discuté, j'ai dit les jeux sont politiques. On a parlé des jeux du cirque. Il y a une célèbre formule du poète Juvénal, du poète latin Juvénal, qui disait du pain et des jeux. Finalement, il suffit de donner du pain et des jeux, d'organiser un jeu spectaculaire, les jeux du cirque, et puis le peuple consent à son impuissance politique. Dit en substance Juvénal, le peuple romain était une république, il est devenu un empire, et puis si on satisfait ses besoins, si on le divertit, si on lui donne un exutoire, si on lui en met plein les yeux d'une certaine façon, il consent à ne pas exercer une puissance politique, à être un sujet politique plutôt qu'à être un acteur politique. Est-ce que cette idée du jeu comme puissance politique vous parle ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble encore actuel ? Alors j'ai pris les jeux du cirque, bien sûr, c'est un peu... Il y a comment dirais-je, est-ce que je le transpose ? Et j'ai parlé des jeux télévisés ou j'ai parlé des grands spectacles sportifs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore une fonction politique ? À qui appartiennent les médias maintenant qui façonnent ? Les médias appartiennent à certains milliardaires. C'est quoi ? C'est Bouygues, Lagardère, Bolloré, Drahi ou Drahi a cédé, Kretinsky maintenant, je ne sais plus. Donc effectivement, oui, c'est des groupes importants de milliardaires, oui, effectivement, pour les médias privés en tout cas. Et politiques, en tout cas qui ont des intérêts politiques. Et est-ce que le jeu, dans ce cas-là, ou le jeu spectaculaire, ou la mise en scène spectaculaire du jeu, les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est un enjeu politique de les avoir chez soi, par exemple. L'Eurovision. C'est un enjeu politique d'avoir un candidat, une candidate. L'élection des Miss dit quelque chose. L'élection des Miss dit quelque chose sur les critères de beauté d'une société, sur effectivement la mise en scène Moi, j'ai regardé un peu The Voice ces derniers mois. C'est un jeu. Alors, il y a The Voice. Donc, il y a une performance quand même vocale. Il y a des gens qui ont des compétences, évidemment, en chant. Mais il y a une mise en scène. C'est un jeu d'élimination. On est pris, on regarde. Il y a effectivement un marché aussi. Oui, Mireille. Mais je dirais que vous ne parliez pas de la même chose et que c'était complémentaire. Il y a la pratique du sport qui apporte beaucoup. Et puis après, il y a la compétition, qui déjà est un volet différent et qui apporte aussi sans doute beaucoup dans certains cas. Et puis après, il y a la professionnalisation, voire la pré-professionnalisation. Et là, ou l'addiction. Et là, et après l'exploitation politique, du spectacle sportif. Et après, c'est un jeu d'agencement de choses qui se compilent plus ou moins. Jean-Marie Braume, donc, il a écrit effectivement La tyrannie sportive. Et lui, alors il a un point de vue radical, hein. Et vous avez un texte de lui dans les textes, il déclare que la morale du sport actuelle, qui est la morale de la compétition, de la mise en scène de la compétition, c'est une morale, alors lui il va vraiment très loin, et c'est une morale de l'héroïsme fasciste pour lui, parce que
le plus fort est le meilleur, le plus fort mérite de gagner, de dominer, il y a une hiérarchie qui est celle des forts, et qu'il faut non seulement battre l'autre, mais avec tout un ensemble parfois de, comment dirais-je, de conditionnements, avec des phrases qu'on entend parfois dans les vestiaires, lui marcher dessus, on va leur marcher dessus, on va, etc. Donc Jean-Marie Braun, il insiste beaucoup sur ce conditionnement de l'héroïsme, de la force et de la domination des faibles. C'est son discours, vous avez un extrait de lui. Il nous faut conclure, je dirais juste 2-3 mots sur d'autres textes que vous avez, comme ça vous pourrez aller creuser. Il y a un texte de Blaise Pascal qui est très connu sur le divertissement, où il dit en fait, le jeu c'est une fuite, on cherche à se fuir soi-même. Et pour les personnes qui sont vraiment des joueuses, vraiment des joueurs, se fuir, s'oublier, voire abolir le temps. C'est aussi une thèse de Nicolas Grimaldi qui dit que le jeu, c'est d'une certaine façon être dans un instant perpétuel, abolir la conscience du temps. Parfois même se donner, quand on recommence une partie, l'illusion de pouvoir faire un nouveau départ dans la vie. C'est un peu symbolique. Le jeu, on peut tout recommencer à chaque fois. Mais Blaise Pascal, il dit la chose suivante, il dit quelque chose de très intéressant, vous irez voir ce texte, il compare la chasse et le jeu. Et il dit quelqu'un qui est vraiment joueur, joueuse. Oui, il peut y avoir de l'argent. L'argent est nécessaire d'ailleurs. Pour qu'il y ait un enjeu, pour être pris au jeu. Mais ce n'est pas vraiment l'argent qu'on veut gagner. Ce n'est pas l'argent le problème fondamental du jeu pour quelqu'un qui est vraiment joueur, qui est vraiment joueuse. C'est que l'argent n'est qu'un prétexte à s'oublier soi-même, se perdre et s'abolir dans le jeu. Et être pris par le jeu. Mais il faut qu'il y ait un enjeu. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait de l'argent, mais l'argent, il n'est pas là pour lui-même, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, les personnes qui sont vraiment joueuses, elles concéderaient elles-mêmes qu'elles perdent de l'argent, en jouant beaucoup, sans doute. Mais elles aiment le jeu. Et puis, il y a quelque chose avec la chasse, parce qu'il dit à un moment des personnes qui sont vraiment des chasseurs, des chasseuses, si vous leur donnez le lièvre avant qu'ils n'aillent chasser, ils ne vont pas être contents, parce que ce qu'ils veulent, c'est poursuivre le lièvre, s'oublier dans la poursuite. Ils préfèrent l'ombre à la proie. Ce lièvre qu'ils ne voudraient pas, dit Pascal, si on le leur donnait, etc. Ils vont le chasser. Ils vont aller le chasser, c'est ça la chasse. Donc vous avez tout un ensemble de réflexions là-dessus qui font que le jeu c'est aussi une fuite, c'est aussi une poursuite, ça nous renvoie à chaque fois à un enjeu d'existence.